Alors, nous proposons aujourd'hui une étude sur les implications en termes de gouvernance client-fournisseur d'une restructuration industrielle suite à un changement de stratégie. Le lien entre l'environnement, la stratégie, l'organisation et la performance ont été largement et depuis longtemps explorés par les chercheurs en management. Depuis le début des années 80, la problématique des relations interorganisationnelles et en particulier des relations clients-fournisseurs s'est inscrite dans l'équation pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles la part croissante des achats dans le prix de revient des produits, 80% dans l'automobile, 70% dans l'aéronautique, et le caractère de plus en plus stratégique des produits externalisés. C'est pourquoi la performance ne découle pas uniquement de l'avantage concurrentiel qu'une entreprise a su créer et exploiter au travers d'une stratégie et d'une organisation, mais également de la valorisation des liens qu'elle a su tisser avec ses partenaires d'échange. Dès lors, lorsqu'une modification de l'environnement conduit une entreprise à modifier sa stratégie, il en résulte à la fois une restructuration de son organisation interne, mais également de son organisation externe, c'est-à-dire des relations qu'elle entretient avec ses fournisseurs. C'est ce que nous proposons d'explorer par une étude que nous avons menée auprès d'un motoriste aéronautique. Quelques mots sur l'environnement de l'industrie aéronautique civile, qui a cette double particularité d'être à la fois une vieille dame relativement plus ou peu innovante, proposant assez peu d'innovations technologiques radicales, et en même temps une jeune fille très active, en croissance, qui subit de manière un peu trop forte à son goût, en fait, les contraintes de son environnement. Alors, dans ce contexte, les motoristes aéronautiques évoluent aussi dans un contexte extrêmement dynamique, marqué par une forte croissance de trafic, l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes et également l'augmentation du nombre d'appareils. Alors, c'est aussi un contexte marqué par des règles de sécurité de plus en plus strictes, et aussi par un changement réglementaire qui a obligé les motoristes à révéler, être de plus en plus transparents, à révéler les informations sur leurs produits, et y compris à délivrer les plans de leurs pièces. Et bien évidemment, un contexte marqué par de fortes contraintes économiques, notamment sur les coûts, avec évidemment la hausse du coût des matières premières, l'arrivée des compagnies à bas coût et également l'introduction de ces nouveaux fabricants de pièces détachées qui viennent les concurrencer. Alors tout ceci pousse certains équipementiers comme notre motoriste à redéfinir entièrement leur business model et à s'engager dans un programme assez vaste de restructuration industrielle. Alors, deux mots sur le business model traditionnel d'un motoriste, enfin, de notre motoriste. Il vendait un moteur d'avion sans marge, puis il se récupérait sur le service après-vente, un petit peu comme ce que fait votre garagiste automobile. Le client paye au temps passé, c'est à la réparation, c'est le time, et aux pièces détachées, le matériel. Donc dans ce modèle, les intérêts des partenaires ne sont pas du tout convergents, vu que tout ce qui peut mettre le moteur en panne, en fait, crée le chiffre d'affaires du motoriste. Alors en réaction aux contraintes de l'environnement, notre motoriste a transformé ce business model. C'est une innovation tout à fait radicale, parce qu'il se met maintenant à vendre un contrat d'usage. À son client. Alors comment ça fonctionne ? Désormais, son CA va provenir du bon fonctionnement du moteur, donc de l'avion, et le client va payer sur la base du nombre d'heures de vol de l'appareil. Donc ce modèle est tout à fait intéressant parce qu'il réduit l'incertitude du client sur ses charges. Il connaît déjà à l'avance en fait sa facture. Et évidemment, elle réduit également l'incertitude du motoriste sur ses recettes, ce qui lui permet
notamment de développer des activités tout à fait nouvelles pour lui, et par exemple celle du cash management, qui sur une très longue période, sur 20 ans, peut être tout à fait intéressante. Et dernière particularité de ce contrat d'usage, de ce nouveau business model, c'est que maintenant, il y a une véritable convergence d'intérêts entre les parties. L'objectif est partagé parce qu'il s'agit bien évidemment d'éviter la panne. À partir du moment où l'appareil ne vole plus, rappelez-vous, le motoriste n'est plus payé. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce motoriste va être incité à investir dans de la qualité, dans de la R&D. Il va, par exemple, essayer de trouver des systèmes de réparation automatique en vol, de maintenance automatique pendant le vol d'avion. Donc, une tendance très forte à l'innovation. Alors, ceci a également des conséquences sur les fournisseurs de notre motoriste, parce que du coup, il est également obligé de modifier ses relations avec ses fournisseurs, de restructurer sa filière industrielle, parce que ces fournisseurs aussi vont devoir se mettre à la qualité et à l'innovation. Alors, la réussite de ce business model suppose la mise en place d'une gouvernance particulière qui doit être étendue à tous les participants de la chaîne de valeur amont du motoriste. Alors, rappelons-le, avant, dans le système Time and Material, la gouvernance était distante, très transactionnelle. Elle reposait sur une structure d'achat décentralisée où des acheteurs, approvisionneurs, en fait, gérer au quotidien les fournisseurs dont ils avaient la charge. Et avec ce nouveau contrat, ce contrat d'usage, la gouvernance devient désormais partenariale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle doit s'appuyer sur une structure achat qui doit être centralisée pour pouvoir bénéficier des effets d'échelle. Rappelons-nous de la contrainte sur nos coûts, mais aussi décentralisée pour tenir compte des spécificités dans les unités de production. Alors, cette structure est étoffée par des fonctions support qui vont dédiées, par bien entendu des équipes qualité, des équipes de développement. Alors, les responsables achats, désormais, vont devoir définir leur stratégie sur une famille de produits, et c'est simplement au niveau local que les acheteurs, approvisionneurs gèrent le quotidien. Alors, une dernière chose sur cette structure, c'est que cette fonction achat devient le pilier, en fait, d'une nouvelle architecture et, quelque part, le pilier d'une intégration verticale qui est devenue virtuelle. Le second pilier étant un nouveau système de contrôle, à la fois interne et externe. Alors, le contrôle interne doit être modifié parce que les responsables achats ne peuvent plus être évalués sur les mêmes critères qu'auparavant, qui étaient de simples critères économiques où, en gros, on leur demandait d'arracher des baisses des prix annuelles à leurs fournisseurs. Ils doivent désormais être évalués sur la pérennité de leur stratégie, sur l'amélioration des performances opérationnelles des fournisseurs, et pas simplement des unités de production en interne, et sur la capacité des acheteurs approvisionneurs à créer de la confiance avec tous les collaborateurs associés à un projet, qu'il soit interne ou externe. Enfin, le contrôle externe, lui, doit aussi évoluer, c'est-à-dire que, notamment sur les différentes phases d'une relation, en période de sélection des fournisseurs, certes, il existe toujours un contrôle formel, très normé, de type bureaucratique, pour évaluer les ressources et les compétences des partenaires potentiels, mais il doit aussi évaluer des critères beaucoup plus sociaux, tels que la réputation, les expériences passées, l'implication des fournisseurs dans le projet, quelque part leur empathie. Une chose très importante, dans ce type de contrat est vendu sur toute la durée de vie d'un avion, enfin d'un moteur d'avion. Ce sont des contrats de 20 à 25 ans. D'accord. Deuxième point sur le contrôle externe, le contrat devient un contrat cadre
qui va fixer les règles du jeu en matière d'exigence de performance, responsabilité juridique, etc. Et enfin, le contrôle de suivi des fournisseurs, qui lui doit désormais être sous la responsabilité des achats. D'accord. Ce contrôle s'appuie sur des audits qui vont permettre ensuite de définir conjointement avec les différentes parties prenantes des axes d'amélioration, des plans d'action, etc. Un contrôle social vient compléter ce dispositif qui reste malgré tout très bureaucratique. Et c'est là le point qui est très important, parce que ce contrôle social va permettre le respect des normes relationnelles, capable de créer de la confiance, et va faciliter aussi cette proximité entre des interlocuteurs qui, au final, justement, va permettre une plus grande flexibilité dans les relations, etc. Donc ce contrôle social, totalement indispensable, parce qu'il facilite aussi le respect des engagements mutuels. Alors pour conclure, cette recherche approfondie, disons, des travaux antérieurs, qui vantent les mérites, mais d'un point de vue purement théorique, d'un avantage relationnel. D'un point de vue contrôle de gestion, elle vient aussi compléter les travaux sur la gouvernance interorganisationnelle, interentreprise. Alors notre proposition est que dans un cas de très forte imbrication entre des partenaires d'une même chaîne de valeur, il est absolument indispensable de définir une nouvelle forme de gouvernance partenariale, qui, à notre sens, est la seule à pouvoir créer les véritables conditions et obtenir les bénéfices d'une intégration verticale virtuelle, sans bien évidemment en avoir supporté les coûts. Cette gouvernance peut être multiforme, c'est un point important de notre travail. Elle combine autant de dispositifs bureaucratiques que sociaux. Et de manière plus générale, nous pensons qu'elle suscite une nouvelle réflexion sur le rôle de l'organisation des structures achats, qui sont souvent négligées dans toutes ces grandes questions de réorganisation industrielle.